cette idée de changer, peut-être, ou en tout cas d'avoir d'autres formes de réflexion sur ce que c'est que la connaissance et le rapport à l'action. Est-ce que l'agroécologie contient en elle-même, dans sa propre définition intrinsèquement, sa propre vérité? Et donc votre travail en tant qu'agroécologue, ça serait de la dévoiler, cette vérité qui serait contenue dans la définition de l'agroécologie? Point d'interrogation. Est-ce que on doit adopter une épistémologie, j'en vous en ai donné deux en gros, celle de la possession, celle de la pratique, différente selon l'objectif qu'on se donne? Et comment on fait cet aller-retour entre un objectif et une épistémologie? Sachant que je prône pas l'une pour l'autre, je dis pas abandonner celle de la possession pour la pratique, soyons d'accord, c'est deux façons de voir le monde et certainement de produire des connaissances dans le monde. Et puis, ça c'est quelque chose qui est assez compliqué, comment, et faut-il le faire, prendre en compte les expériences des non-scientifiques? Là vous avez un extrait d'une BD, vous avez le viticulteur à droite qui dit, le dessinateur à gauche qui est un ignorant des pratiques de biodynamie en viticulture, qui dit c'est n'importe quoi ce que vous faites, la dilution, de la corne de vache, tout ça c'est n'importe quoi. Et l'autre lui dit non seulement c'est pas n'importe quoi, mais on doit faire très attention au dosage, sinon on peut griller nos vignes. L'autre lui demande c'est déjà arrivé ça? Oui monsieur. Donc là vous avez un argument qui est de l'expérience, moi je l'ai fait, je l'ai vu, je l'ai vécu. Et quand tu me dis c'est n'importe quoi, non, moi j'ai l'expérience qui vient dire autre chose. Donc, comment, et faut-il le faire? Après tout, pourquoi le faire finalement? Intégrer, prendre en compte l'expérience des non-scientifiques dans notre activité de recherche. Là, ce que j'aimerais esquisser, c'est des pistes autour de cette idée de reformaliser un système de connaissances qui ne soit pas fondé uniquement sur le transfert technologique. Ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas, c'est ce que disait Sarah, mais pas uniquement sur du transfert technologique. Et qu'est-ce que ça supposerait dans ces types de systèmes de connaissances? Alors, je fais vite. Donc, ce que j'ai essayé de définir ici, c'est tout à l'heure, je vous ai dit, c'est une organisation très centralisée, finalement, la production de connaissances. Je vous ai donné l'exemple de la gestion des races, à la fois en termes de mode de production et de partage des connaissances, produites par la science, transférées aux agriculteurs. Les types de connaissances qui sont connus, connaissances génériques stabilisées, visant à éliminer l'incertitude et le risque pour contrôler les processus. Bon, l'outil modèle, je n'ai pas trop détaillé, puis les enjeux, ça va être de diffuser et d'adapter les connaissances à des contextes, mais partant de connaissances génériques. Tous ces éléments-là sont largement secoués, questionnés ou remis en question par l'agroécologie. On aurait envie de mettre une deuxième colonne, alors c'est ce que j'ai essayé de formaliser ici, avec une organisation qui serait plus distribuée, avec une répartition des savoirs, on vient d'en parler, sur d'autres formes de savoir, sur la légitimation de savoirs issus de l'action, avec des idées de multiples confrontations controverses. Bon, je n'ai pas le temps de donner des exemples. Le fait de faire avec des connaissances déstabilisées, de l'ignorance, de l'incertitude. On reviendra à ces questions-là avec un enjeu qui serait plutôt d'accompagner des apprentissages plutôt que de fournir des connaissances. Alors ça, c'est à grands traits, c'est une organisation distribuée. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors j'avais regardé dans une revue biblio la part, en fait un ensemble d'articles qui utilisaient le mot connaissance des agriculteurs. Alors connaissance des agriculteurs, savoir, traditionnel, etc. Enfin tous les synonymes autour de connaissance des agriculteurs comme étant un peu la panacée, notamment regardez dans cet article-là de Doré et al. 2011, où il met très en avant le fait qu'il va falloir utiliser dans cette nouvelle agronomie les connaissances des agriculteurs, c'est une nouvelle source pour les agronomes. Alors on voit qu'effectivement, c'est une nouvelle voie qui a l'air très très prometteuse, avec une évolution exponentielle du nombre d'articles sur ce thème dans les 10 dernières années. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'études empiriques. Je vais étudier les connaissances des agriculteurs à tel endroit, à tel autre endroit, etc. Il y a beaucoup d'articles empiriques, mais par contre, très peu d'articles de synthèse tirant des leçons finalement de ces expériences de capitalisation ou de documentation des études empiriques. Quand j'ai regardé tous ces articles-là, j'ai pris que les études empiriques et j'ai essayé de les classer, de voir un peu finalement on en fait quoi de ces connaissances des agriculteurs. Eh bien, j'ai essayé de définir 4 voies. Alors vous lirez le papier si ça vous intéresse. Je voudrais juste vous illustrer 2 voies qui semblent les plus classiques ou celles qui questionnent le plus et en écho aussi aux questions que vous m'avez postées.
La première, c'est autour de la documentation des connaissances des agriculteurs, hein, le fait qu'on va essayer de les capitaliser ou de les légitimer dans un processus de développement. Et puis la dernière, qui est très aussi à la mode, le fait de favoriser le partage des connaissances entre acteurs, avec l'idée que ça va améliorer l'efficacité des dispositifs de développement. Donc je vais essayer de vous donner des exemples sur ces deux points et de montrer aussi quelles sont les difficultés et les limites de chacune des deux voies. Alors documenter les connaissances des agriculteurs, je pense que vous voyez, il y a plein d'expériences dans le domaine. Je vous ai mis ici le répertoire des savoir-faire paysans. Au niveau mondial, là, il y a la World Bank qui a fait aussi une espèce de base de données finalement, des traditional knowledge. Et bien souvent, on passe par une idée de formalisation. Alors qu'est-ce que ça veut dire formaliser? C'est expliciter des connaissances parce que, bien sûr, quand elles sont dans l'action, produites dans l'action, et bien souvent l'expert il dit « moi je ne sais pas ce que je sais » ou il ne le dit pas, mais il dit « bof, pas grand-chose finalement ». Donc il y a tout un ensemble de techniques, de méthodes, de diverses disciplines qui permettent de faire expliciter, de faire verbaliser des connaissances d'experts ou des connaissances empiriques. Et ça permet un ensemble de choses. Hein. Ça permet, je vous l'ai dit tout à l'heure, de le mettre dans un ordinateur ou dans un livre. Ça permet de clarifier ce raisonnement, d'en abstraire le fondement, lui donner une généricité, de combiner des points de vue éventuellement quand vous avez plusieurs experts comme ça, plusieurs praticiens. Mais aussi, ça a aussi des effets au-delà du fait de capitaliser, de donner la parole aux agriculteurs, ce qui peut être important dans un processus de développement, de diffuser une manière de faire, de modifier les connaissances tenues pour acquises, etc., etc. Rendre visibles aussi les débats souterrains, qui peut être intéressant. Donc ça produit pas mal de choses aussi autour de ces formes de capitalisation des connaissances. Donc plein finalement de bonnes raisons de faire ce genre de choses. Il y a aussi un certain nombre de limites par rapport à ça, parce que ce n'est pas toujours faisable ou pas toujours pertinent. Par exemple, du fait de la nature des connaissances, est-ce que c'est vraiment transférable indépendamment de l'action? Jusqu'où on peut dire que c'est transférable indépendamment de l'action? Par exemple, tous les types de savoirs ne sont pas codifiables. Si un éleveur vous dit moi je sais que je peux aller dans telle parcelle parce que quand je marche, la bruyère elle craque. Est-ce que c'est transférable? Jusqu'où? Le bruit est-il transférable? L'odeur, la couleur? Bref, tout ce qui fait appel au sens. Très vite, on est limité dans la capacité à codifier ces savoirs. Et puis, cette difficulté d'articuler connaissance et action, une fois qu'on a mis les choses dans un bouquin, dans un système, eh bien, on a stabilisé un état de connaissance et on est quelque part en contradiction avec l'idée d'apprentissage et d'évolution. On rejoint le débat d'hier entre ne pas changer, rester soi-même et évoluer. Il y a des fois des situations où ce n'est pas forcément pertinent. Par exemple, cette codification, cette capitalisation, elle est extrêmement coûteuse. Donc on va un peu se limiter à des situations où ce n'est pas trop difficile. Par exemple, on va choisir l'agriculteur qui parle bien, parce que quand même c'est plus facile quand il parle bien. Donc on va prendre cet agriculteur-là et pas un autre. D'accord? C'est un biais qui est assez classique dans ce genre de démarche. Ça ne peut pas s'appliquer évidemment quand il n'y a pas de connaissances. Ça paraît évident, mais on peut le dire quand même. Il y a une difficulté méthodologique. Quand il y a une situation où il n'y a pas de consensus, ou des situations de multi-expertise, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de l'expérience des uns et des autres? Est-ce que je les colle? Est-ce que je les intègre? Est-ce que je les combine? Tout ça, c'est une difficulté de formalisation. Et puis, ce n'est pas pertinent dans des situations de changement ou d'innovation. Ça rejoint cette idée de contradiction entre le fait de stabiliser, le fait de vouloir changer, innover et apprendre. Donc, c'est faisable. Il y a des techniques, plein de vertus à faire tout ça, mais aussi pas mal de limites qu'il faut avoir conscience. Alors ça, c'était une petite provocation que j'ai vu que Stéphane il a réagi. On peut se demander, il y a plein de documentation, la plateforme Osae, plein d'autres exemples qui vont documenter des films aussi, la motion de l'information du futur ou d'autres, qui vont faire une sorte, moi j'appelle ça du tourisme agroécologique, où on va aller regarder qu'est-ce qui est fait à droite, à gauche, et on collectionne ça. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? D'un point de vue scientifique, et quand même notre boulot, qu'est-ce que ça produit d'avoir collectionné ces expériences agroécologiques? Ça a des tas de vertus en termes journalistiques, d'information, de communication, de légitimation, etc. On est d'accord. Par contre, en termes scientifiques, moi je pose la question de la généricité et de la validité de cette collection de cas.
Est-ce qu'on peut en tirer des leçons pour ailleurs? Comment? Est-ce que c'est des formes d'analogie? Est-ce que c'est par décontextualisation, par généralisation? Est-ce qu'on peut apprendre dans l'expérience des autres finalement? C'est là la question aussi qui se pose dans ces démarches de capitalisation. Et puis, pour répondre à Stéphane, on peut tout à fait rester dans une... C'est pas parce qu'on parle des pratiques des autres ou des pratiques de par le monde qu'on est dans une épistémologie de la pratique. On peut très bien être dans une épistémologie de la possession où on va extraire finalement ce qui est fait à droite et à gauche de la situation d'action sans prendre en compte la situation d'action. C'est une question à la fois méthodologique mais aussi d'épistémologie. Donc ça dépend comment on le fait. Et puis, pour finir, sur cette question des connaissances des agriculteurs, là on était vraiment dans l'idée, j'ai les connaissances des agriculteurs, je vais les extraire, les capitaliser, en faire quelque chose comme un stock, une ressource. On peut aussi voir les choses un pas de côté et se dire, il y a peut-être d'autres fonds de recherche aussi sur ces connaissances-là, mais qui vont plutôt regarder les processus d'apprentissage, c'est-à-dire les processus de construction de la connaissance. J'ai mis deux exemples. Un que j'avais cité, une thèse, c'est deux thèses en cours, c'est pour vous montrer un peu des fronts de recherche dans ces disciplines. Comment les agriculteurs apprennent-ils à conduire des systèmes agroécologiques? Là, il y a une thèse en cours sur les grandes cultures en TCS. Et là, avec une épistémologie de la pratique et des méthodologies particulières, d'aller replonger les agriculteurs dans leur vécu de comment ils ont appris. Un autre exemple, un autre thésard qui... là est encadré par des collègues avignonnais, qui va analyser les expérimentations sur les pratiques agroécologiques, expérimentations vues par les agriculteurs. Donc là, c'est juste pour vous donner une idée que capitaliser les connaissances des agriculteurs, c'est peut-être pas forcément la seule voie. Il y a peut-être d'autres choses qu'on peut travailler sur plutôt les processus de construction de ces connaissances. Donc ça, c'était mon premier point sur documenter, capitaliser, c'est quoi les apports, les limites, et puis des exemples de comment on peut s'y prendre autrement. Dernier point, cette idée de partager, faire circuler. Alors il y a plein de réseaux. Je pense que vous les connaissez chacun dans vos domaines particuliers, de réseaux, d'associations, de forums. Et beaucoup avec l'utilisation du numérique et d'Internet, ça a explosé, qui vont chercher à promouvoir les innovations, à faire circuler leur savoir, parfois indépendamment des instituts conventionnels de recherche et développement. Donc c'est quelque chose qui nous échappe, qu'on peut constater sur Internet en particulier, et qui ont comme, on va dire, comme point commun le fait de ne plus vouloir appliquer de recettes, dans cette autonomisation en termes de décision. C'est revendiqué par certains réseaux comme le RAD, mais au contraire d'apprendre en faisant avec les autres. Alors il y a un ensemble d'expérimentations qui vont être conduites dans les exploitations, de manière individuelle bien sûr, mais aussi collective, avec circulation des agriculteurs chez uns, chez les autres, pour pouvoir justement confronter, collectiviser les expériences individuelles. Et ça va jusqu'à des notions plus institutionnalisées, comme la notion d'espace-test du Renetta, que je vais citer dans ma vidéo. Donc ça, c'est un peu le contexte. Après, j'ai juste un exemple qui donne un peu un aperçu de ce que ça pourrait être, mais aussi des difficultés qu'on rencontre concrètement lorsqu'on met en place ce genre de choses. Alors ça, c'est un réseau que j'ai cité très rapidement dans la vidéo, c'est le réseau Pâturajus, qui a été mis en place par une SCOP, donc une coopérative de conseil et de formation sur le domaine de l'élevage, avec cette idée de développer l'élevage par la valorisation de végétation naturelle. Donc on est vraiment dans cette dynamique agroécologique de milieux très peu artificialisés, au point que les prairies semées ne sont pas forcément le focus de ce groupe-là. Leur charte et leur objectif, c'est d'échanger ensemble et de produire ensemble des connaissances. Alors ils sont accompagnés par cette SCOP, donc des conseillers formateurs, on va dire, et ils sont répartis sur l'ensemble du territoire de métropole. Donc on a des conditions pédoclimatiques extrêmement variées, ça va de la Bretagne jusqu'aux Langues de Roussillon, jusqu'aux Alpes et puis le centre de la France, mais aussi des productions. On a du caprin, bovin, ovin, lait, viande à chaque fois, enfin, tout est très divers, donc on ne peut pas dire qu'ils ont une homogénéité par rapport à cette idée de facteurs contrôlés qu'on peut avoir bien souvent. Là, on mise plutôt sur l'hétérogénéité et les diversités de contextes, comme pari finalement pour cet échange de connaissances. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis 4 ans? Il y a eu des journées de rencontres nationales, 2 jours entiers, chez un éleveur hôte qui accueille tout le groupe. Il y en a eu 6, 7 pour l'instant. Oui, la dernière était il y a 15 jours.
Pour tout le dire, j'y croyais pas vraiment. En 2013, je pensais que c'était impossible de faire bouger 30, 40 éleveurs de l'autre bout de la France pour les inviter pendant 2 jours dans une exploitation, j'y croyais pas trop. Et en fait, ça a très très bien marché. On pourrait discuter longuement pourquoi est-ce que ça a bien marché. En gros, ils se sentent très seuls. Ils se sentent très seuls. Ils ont besoin d'échanger, besoin d'avoir des idées. Et donc, ils sont extrêmement contents de venir échanger avec d'autres, même si les conditions pédoclimatiques sont très différentes ou même les systèmes de production différents. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre activité? Ça, c'est plutôt l'activité de Scopella, donc la Scope qui les accompagne. C'est des fiches faisant le point sur une question technique. Alors là, on retrouve finalement cette idée de capitaliser, de formaliser. Sachant que le processus de construction de ces fiches, ils essayent de le faire de manière participative, avec des guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des allers-retours entre ce qu'on discute pendant les journées, le thème qu'on choisit, la validation de la fiche, modification, etc. Donc c'est plutôt fait de façon itérative. Mais c'est quand même eux, le maître d'œuvre, qui prennent le crayon pour écrire. Ça commence par les fondamentaux. Ce qu'ils appellent les fondamentaux, c'est les processus écologiques en cause. Donc on retrouve encore l'idée de connaissance scientifique qui est le fondamental pour une fiche en données. Et ce qu'ils assument pas complètement, que je trouve moi plutôt intéressant, c'est ce que je vais appeler leur philosophie d'action, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils voient la manière de construire l'action pour un agriculteur. Et je pense que c'est là le rapport particulier et le plus intéressant. Il n'est pas tant dans les fondamentaux, où là ils rappellent un ensemble d'éléments de base, on va dire, sur le fonctionnement des peuplements végétaux, que la manière de définir comment on va pouvoir ajuster sa pratique au fil du temps. Le réseau s'appelle Pâture-Ajuste, avec l'idée qu'on est bien, toujours cette idée de pilotage adaptatif, qu'on va s'adapter au fil du temps. Et donc là, le rapport et ce qu'ils mettent en avant, c'est pas tant les fondamentaux que la manière de piloter un système complexe. Et puis, ils vont effectivement faire le lien entre des connaissances sur le vivant et des connaissances sur la manière de voir et d'agir avec le vivant, et c'est plutôt ceux-là qui vont guider ceux-là que l'inverse. Et ça, je crois que cette flèche qui est dans ce sens-là, elle est aussi signe d'une manière de se poser des questions et de formaliser les connaissances pour qu'elles soient effectivement actionnables. Il y a aussi un ensemble de retours d'expérience, et là on est complètement dans la phase d'avant, l'idée de documenter, de capitaliser des connaissances d'éleveurs. Alors je dis connaissances, mais c'est plutôt des expériences où, par exemple, sur une technique en particulier, eh bien Martine et Pierre du département du Lot vont raconter comment ils ont fait et les résultats qu'ils ont eus. Donc c'est pareil, ils collectionnent des fiches comme ça. C'est pas facile, c'est presque la partie la plus difficile, parce qu'il faut aller à la pêche et que c'est pas les éleveurs qui vont eux-mêmes faire ce genre de choses.